Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Bienvenue. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Marie. Marie voulait être médecin militaire et avait commencé ses études de médecine au sein de l'armée. La maladie psychiatrique est arrivée avec une hospitalisation, un diagnostic, des traitements, l'arrêt des études et la réforme pour l'armée. Portée par ses proches, Marie se soigne, reprend les études de médecine et comprend l'erreur de diagnostic. Il y a d'abord eu le vertige de la compréhension, puis l'énergie de la colère et maintenant la plénitude. Avec Marie, nous avons parlé de maladie mentale, de justice, de choix de spécialité et bien sûr de la peur de se tromper, des erreurs, de la communication et du stress. Je vous laisse découvrir l'histoire de Marie. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Annelise. Bienvenue à La Consulte. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Marie, j'ai une trentaine d'années, je viens de finir mon cursus. Je suis anesthésiste réanimateur dans un hôpital de périphérie en France. Voilà. Je suis l'heureuse maman de 3-4 pattes et voilà, je vis avec ma compagne dans notre périphérie de France. Parfait. Et on va parler de ton parcours et on va parler du début de l'histoire donc. Pourquoi tu voulais faire médecine ? Alors moi je viens d'une famille médicale, mes deux parents sont médecins. Et j'avoue que c'était finalement une évidence. Je me souviens avoir envie de faire médecine dès le collège, l'envie de prendre soin des autres. Je crois qu'on a eu de la chance d'avoir des parents qui ont finalement beaucoup communiqué sur leur métier et qui, en tout cas moi, m'ont donné envie de poursuivre finalement ce qu'eux avaient entrepris. Voilà. Après, j'ai fait un choix un peu différent de celui de mes parents. C'est-à-dire que je me suis dirigée vers la médecine militaire. J'avais cette envie. En fait, j'aimais l'uniforme et puis j'avais cette envie de servir mon pays. Pour moi, ça avait beaucoup de sens. Et j'ai rencontré des médecins militaires et je me souviens très bien. Je crois que j'étais en troisième ou en seconde. J'avais rencontré pour la première fois un médecin militaire et le lendemain, je voyais ma prof principale et je lui avais raconté. Elle m'avait dit. Voilà, tu as des étoiles plein les yeux et à ce moment-là je savais que c'était ça que je voulais faire et que du coup j'allais tout faire pour y arriver et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours en terminale et je l'ai réussi et donc j'ai été admise à l'école du service santé des armées en première année de médecine à la faculté à Lyon. Voilà pour le début. Est-ce que tu saurais identifier dans ta rencontre avec ce médecin militaire ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a mis vraiment des étoiles dans les yeux ? Je crois que il y avait plusieurs choses. Il y avait l'aventure. Je pense que l'OPEX, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Aller dans un milieu indifférent de celui qu'on connaît. Je pense que le danger aussi, bien qu'on soit un peu plus éloigné du front quand on est médecin militaire, on peut quand même en être assez proche. Et puis il y avait cet esprit de corps qui m'a tout de suite communiqué en me faisant part du soutien qu'on a avec ses pairs et voilà, vraiment cet esprit de corps qu'on retrouve dans l'armée. Et c'était des valeurs dans lesquelles moi je me retrouvais, qui correspondaient aussi à celles que m'avaient transmises mes parents. Et vraiment, ouais, je me voyais vraiment très très bien devenir médecin militaire, partir en OPEX avec les gars de la compagnie. Donc tu passes le concours qui te permet d'accéder à la première année de médecine et ça se passe comment ? Il y a un concours aussi à la fin de la première année comme dans les études civiles ? Ouais, c'est un cursus civil mais qu'on fait au sein de l'armée. C'est-à-dire que en fait quand on est en première année de médecine, on assiste aux cours avec les civils. Sauf que, en tout cas à l'époque, on était en uniforme en amphi, et puis on passe le même concours que les civils. La subtilité, c'est qu'en réalité, un centar, c'est-à-dire les étudiants en médecine militaire à Lyon, ne prennent pas de place aux civils. Donc en fait, ça décale le numerus clausus. Si le numerus clausus est à 100 et qu'il y a 75 centars qui sont pas dans les 100 premiers, mais au fur et à mesure, mettons, il y en a 20 qui sont dans les 100 premiers, le numerus clausus va se décaler à 120. Voilà. Donc en fait, c'est un cursus qui est civil, au final, sauf que rajouté à ça, il y a le côté militaire, la vie à l'école, l'uniforme, les obligations militaires,
puis les stages de formation qui commencent avant la rentrée de première année, puis il y en a ensuite. Les stages de formation, c'est ce qui concerne la vie militaire, apprendre à utiliser une arme et d'autres choses que je ne connais pas, mais qui doivent probablement faire partie de la vie des militaires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et donc, tu réussis ta première année? Oui. Et ensuite? Et ensuite, une deuxième année bien chargée, comme une deuxième année de civil, quoi. Hein, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes. Quelques soucis familiaux, beaucoup de fatigue accumulée après la première année, pas beaucoup de repos et finalement que maintenant je qualifie comme ça parce que j'ai du recul, mais l'installation d'un trouble anxieux en fin de deuxième année et puis l'échec de la deuxième année. Et là, pour le coup, la pérennisation d'un trouble anxieux qui va évoluer vers une dépression. Dépression sévère qui va me mener à être hospitalisée à l'hôpital militaire de Lyon pendant plusieurs mois. Et là, on est quoi? Parce que du coup, si tu as raté tes examens en fin de deuxième année, tu devais redoubler ta deuxième année? C'est pour situer dans le temps. Ouais, c'est un redoublement au sein de l'école. Ça, pour le coup, il n'y avait pas de... On passe devant un conseil de discipline parce qu'en fait, c'est un échec, donc il faut quand même rendre des comptes. L'armée investit sur nous, donc on a des comptes à rendre. Voilà, donc après, ça a été fait avec plus ou moins de bienveillance, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la procédure. Donc voilà, donc j'ai redoublé. C'est un changement de promotion. Et l'hospitalisation, elle intervient à quel moment du coup? En fin de première, deuxième année ou en début de deuxième année? En début de deuxième année. En début de deuxième année. Et du coup, ce trouble anxieux, ça se manifestait comment chez toi? Et ça avait quel impact sur ta scolarité en fait? En fait, ça s'est manifesté vraiment, c'était sur la fin de la deuxième année, ça n'a pas eu trop d'impact et ça s'est vraiment accentué au cours de l'été. Moi, je faisais des crises d'angoisse que j'ai pu camoufler assez bien. Ça s'est camouflé jusqu'à ce que ce soit plus possible de le camoufler, mais je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et tu disais que tu les camouflais, ces crises d'angoisse, donc tes enseignants, tes camarades de promotion, ils étaient pas au courant? J'avais trois camarades de promo qui étaient au courant et qui ont, à un moment donné, dit qu'il fallait arrêter de se cacher. Et alors, t'as été hospitalisée? Ouais. Quelques mois? Ouais. Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour tes études? Comment t'as conjugué les deux? Raconte-nous. Du coup, oui, j'ai été hospitalisée. Ça a mis un terme à ma deuxième année de médecine. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette hospitalisation-là. Ce que je sais, c'est le diagnostic qui a été porté, qui était un diagnostic de schizophrénie paranoïde, avec tous les traitements qui vont avec et qui participent probablement à mon amnésie de cette période-là de ma vie. Ouais, j'ai les souvenirs que c'était difficile pour mes parents parce qu'on n'habitait pas ils habitaient pas sur Lyon à cette époque-là, et toujours pas d'ailleurs, mais donc ils pouvaient pas être là tous les jours, et je pense que c'est difficile pour des parents de pas pouvoir être présents auprès de son enfant hospitalisé. Ça a été ça après a posteriori, hein, j'ai compris et puis on m'a dit à demi-mot que ça avait été une période extrêmement difficile pour l'intégralité de ma famille. Voilà, toujours est-il que j'ai fini par sortir et rentrer chez mes parents. Et en réalité, cette période-là a mis aussi fin, alors pas encore à ce moment-là officiellement, mais du fait du diagnostic porté, a mis fin à ma carrière militaire. Puisqu'après, je suis jamais retournée à Lyon. Enfin, du moins pas enfin, j'y suis retournée une seule fois pour une expertise, mais j'y suis plus jamais retournée pour l'armée ou pour la médecine. Donc, tu es hospitalisée. En sortie d'hospitalisation, tu reprends pas tes études? Non. C'est ton choix ou pas? Non, c'est que je suis pas capable de le faire à ce moment-là, parce que je me suis un peu fait atomiser par les neuroleptiques.
Et puis mes parents qui ont beau être dans le milieu médical ont le sentiment que c'est probablement pas le bon diagnostic déjà, mais se sentent pas légitimes pour intercéder à ce moment-là. Et la psychiatre qui m'avait été trouvée dans notre ville de résidence a pas réfuté le diagnostic, a juste suivi finalement et a reconduit les ordonnances sans se poser beaucoup d'autres questions. Finalement, ça reste comme ça pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la dépression qui était là initialement et qui était finalement pas si bien traitée que ça par les neuroleptiques finisse par refaire le dessus, mais là sur une forme beaucoup plus sévère qui nécessite une hospitalisation finalement en secteur fermé à cause d'un risque suicidaire, et puis de la sismothérapie, et puis l'annonce à mes parents que mon pronostic vital est engagé. Voilà. Et puis finalement je sors d'hospitalisation. J'ai passé l'été hospitalisée et je sors début septembre, et pendant tout ce cheminement dont moi j'ai pas grand souvenir, mes parents eux ont œuvré dans l'ombre pour faire rapatrier mon dossier dans notre ville de résidence, et puis ça me permet de faire ma rentrée en médecine finalement quelques jours après ma sortie d'hospitalisation. Parce que là, pour le coup, j'ai plus de neuroleptique et puis je suis cognitivement, en tout cas, je suis disponible, et je suis encore un peu fatiguée, encore pas toujours, je dirais pas dépressive, mais en tout cas, il y a toujours une fragilité. Mais en tout cas, je suis jugée apte à reprendre mes études de médecine, donc je reprends pour une deuxième année de médecine 10 jours après la sortie. Donc, si je comprends, finalement, cette période, elle est assez floue pour toi dans ce que tu as vécu, parce que les traitements et la maladie font que t'en as assez peu de souvenirs et que t'étais probablement pas capable à ce moment-là d'avoir du recul sur ce que tu vivais. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que il y a quand même eu un changement de diagnostic, un changement de traitement qui t'apporte du mieux et qui te permet de reprendre des études en deuxième année dans le civil. Ouais. L'armée, c'est terminé. L'armée sera définitivement terminée 1 an après, en fait, le temps que la réforme soit prononcée. Donc c'est là où je retourne à Lyon pour avoir. En fait, il va y avoir des expertises puisque du coup le nouveau psychiatre qui me suit lui réfute complètement le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Donc à l'époque, on fait part de ça au psychiatre qui m'avait vu à Lyon. Et puis donc je suis convoquée, parce que c'était vraiment une convocation. Et on peut estimer qu'il y avait déjà là, on était déjà dans ce qu'on appelle, dans une erreur médicale. Et puis en fait, ils vont persister dans l'erreur et même, je dirais, aller au-delà, puisque quand je sors de cette expertise qui est réalisée par le chef de service de psychiatrie à Lyon, je sors avec du coup une double étiquette qui est celle de schizophrène paranoïde, avec une personnalité schizotypique qui est bien loin de la dépression mélancolique du sujet jeune dont je souffrais en réalité. Et voilà. Et puis j'ai une expertise pour le coup dans une autre ville, qui est faite par un psychiatre civil, qui lui dit qu'il ne peut pas réfuter, puisque bien sûr la psychiatrie c'est fait, il n'y a pas de choses tangibles. Et donc, ce psychiatre civil dit qu'il peut pas réfuter à 100% la schizophrénie paranoïde, mais que clairement, quand il me voit, il juge que probablement je ne le suis pas, mais il peut pas le certifier. Voilà. À cette époque-là, moi, j'ai pas vraiment de recul par rapport à toutes ces questions de diagnostic, contre-diagnostic. Je me pose juste des questions sur pourquoi ça. Pourquoi ce diagnostic de schizophrénie paranoïde. C'est que plus tard, une fois que je dirais que je suis complètement remise, qu'on en a discuté une fois avec mes parents, et pour eux ça a été très dur, l'annonce du diagnostic. Le monde s'est un peu écroulé
parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de on dit beaucoup de choses dans les médias, donc sur la schizophrénie, mais en réalité, quand on est médecin, on a un peu de culture médicale, et on sait très bien que c'est bien plus compliqué qu'avoir entre guillemets deux personnalités, et que finalement, c'est des gens qui ont certains arrivent à fonctionner, mais beaucoup quand même n'arrivent pas à fonctionner et sont dans des hospitalisations répétées avec des traitements lourds, avec une espérance de vie qui est réduite, et donc c'était je pense que pour eux, à un moment donné, ils ont cru m'avoir perdu en partie. Et ça a été très dur aussi pour eux, du coup, cette erreur, enfin ce diagnostic, ce faux diagnostic quoi, qui a été posé. Et donc à cette période-là, donc on se situe vers la fin peut-être de ta 2e année. Cette bataille d'experts, toi, tu la regardes de loin, finalement. Ouais. Ça te parle pas vraiment? Non, pas du tout, parce qu'en plus, j'ai pas les connaissances en réalité pour comprendre ce qui est en train de se jouer et quels impacts ça aurait pu avoir sur ma vie si on n'avait pas réfuté les diagnostics. Puis finalement, en fait, si malheureusement et heureusement, mais si j'avais pas eu des parents médecins qui avaient des ressources à la fois financières et intellectuelles, peut-être que j'aurais jamais pu reprendre médecine, peut-être que ma vie aujourd'hui serait plus du tout la même. C'est tes parents qui t'ont porté à ce moment-là, en fait? Ouais, complètement. Complètement. Et toi, à quel moment tu réalises ce qui t'est arrivé? À quel moment tu réalises que vraiment le diagnostic de schizophrénie paranoïde, ça n'allait pas? Cette prise de conscience, parce que là, tu nous la racontes avec le recul, mais dans ta vie, elle apparaît à quel moment, cette prise de conscience? Ouais, c'est quand on a fait les cours en psychiatrie, j'étais en 4e année. Et là, pour le coup, c'est abyssal, la compréhension. Et parce que il y a la classification DSM, alors elle a tous les défauts de la Terre, je pense, quand on discute avec les psychiatres. Néanmoins, elle permet une classification. Et je pense que c'est probablement bien par moment. Et il y a, moi, ce que je me souviens très bien, c'était la notion de durée des troubles, qu'il fallait du recul finalement pour poser des diagnostics. Et finalement, moi, je me rends compte et je comprends qu'on a posé un diagnostic à la va-vite, qui a du coup induit un traitement inapproprié, un traitement qui a eu des effets secondaires, et surtout qui a eu comme principal effet secondaire une rechute sévère qui aurait pu me coûter la vie sur un geste suicidaire. Il y a 6 mois de retard de prise en charge finalement. Finalement, et puis c'est sûr que là, comme ça fait beaucoup et c'est très accusateur. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai, mais c'est vrai que il a fallu beaucoup d'événements. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance que quelqu'un dise non, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'emparent de ça en disant ben si c'est pas du tout ça, et ben on va faire ce qu'il faut pour que sa vie reprenne quand elle sera prête à la reprendre. Voilà. Mais je me souviens qu'à cette époque, vraiment, il y avait cette c'était un peu c'était vertigineux en réalité. Et puis il y avait beaucoup de colère. Je me souviens, elle a dit mais on va porter plainte, on va appeler les avocats. Je suis un tempérament un peu impulsif et j'étais très en colère. Et puis je comprenais pas comment on pouvait faire ça aux gens. Comment on peut se tromper mais persister dans l'erreur. C'était quelque chose qui était compliqué à comprendre. Et puis j'en parle à mes co-externes. Non mais c'est impossible, Marie, que tu sois schizophrène. Et puis alors quand on rajoutait la personnalité schizotypique, c'était mes amis proches. En tout cas, c'était le moment on en riait jaune, mais parce que c'était très loin de la réalité et de ce que j'étais en réalité. Et puis est venu forcément du coup avec la colère et l'idée de faire redresser le diagnostic, la demande du dossier médical. Alors il faut faire une demande officielle, puis il faut envoyer des timbres, et puis il faut payer les photocopies, et puis on vous envoie une feuille, quoi, le compte rendu
compte rendu d'hospice. Donc du coup, il faut appeler un avocat pour mettre en demeure, pour obtenir le dossier médical qui est, je l'espère, pas complet, puisque s'il y avait eu que ça dans mon dossier, ça aurait pu être, ça pourrait être inquiétant. Mais voilà, j'ai reçu quelque chose de très parcellaire, qui a du coup encore plus semé le doute sur ce diagnostic et qui laisse encore plus l'impression que ça a été posé un peu à la va-vite, comme s'il fallait se débarrasser. Alors c'est un peu un jugement, je pense, sur l'institution militaire, et c'est pas vraiment le but de cet endroit, mais c'est le sentiment, en tout cas, que moi j'ai ressenti à l'époque. Aujourd'hui, je dirais pas ça, mais à l'époque, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais pas dans les normes et il fallait se débarrasser de moi. Et, et finalement, une façon simple de le faire, c'était de dire que j'étais schizophrène. Ouais, en fait, ce dossier médical qui tarde à venir, qui n'est pas aussi complet que tu l'espères, ça te donne l'impression à toi que il y a une facilité qui a été choisie et qui ne correspond pas à ta réalité médicale, mais qui, à l'époque, permettait de résoudre le problème qui était ton appartenance à l'armée avec une pathologie. Avec une pathologie. Non, mais une pathologie psychiatrique, on peut le dire. Moi, je pense qu'il faut pas avoir honte de dire qu'on a des maladies psychiatriques quand on est médecin. Aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est tabou, mais il y a plein de médecins qui se cachent, sauf qu'en fait, probablement plus qu'il y a plus de maladies psychiatriques chez les médecins que dans le reste de la population générale, de par nos études, notre parcours, l'exigence qu'on nous impose et qu'on s'impose. Et je pense qu'il faut. Moi, j'ai encore du mal à dire que j'ai fait une dépression quand j'avais 20 ans. Je le dis de plus en plus, et je le dis pas pour le dire. Je dis parce que en réalité, ça m'est arrivé à 20 ans, ça aurait pu m'arriver à 30 ans. Ça m'est arrivé parce que j'étais épuisée, que j'avais tout donné, et qu'à aucun moment, finalement, j'ai eu le sentiment qu'on me dise que c'était bien. Tout est passé tellement vite. Et, et je pense que aujourd'hui encore plus, on est dans une période un peu de crise hospitalière, on n'a pas beaucoup de temps. La bienveillance, elle est rangée bien loin derrière les autres préoccupations, alors que peut-être qu'une once de bienveillance permettrait des fois de, de limiter les burn-out, les dépressions, le désabusement, la perte du goût des choses. Donc je pense qu'il faut dire, enfin, on peut dire que c'était une pathologie psychiatrique qui m'a fait quitter l'armée. Tout ça pour dire ça. Tout ça pour dire ça. Et la suite de tes études, comment ça se passe? Parce que du coup, quel est l'impact de cette colère? Parce que moi, j'en suis restée là sur tes études. Le fait de dire, mince, il y a eu une erreur de diagnostic qui n'a pas été reconnue. J'étais victime de ça. Et en même temps, je fais des études pour appartenir au même corps de métier que les personnes qui ont fait cette erreur. Ouais. Je me dis que, en fait, finalement, ça a été un moteur. Parce que je pense que je voulais surtout pas reproduire ça. Je voulais surtout pas me retrouver dans cette situation-là. Et puis en réalité, je pense que c'est pas vraiment une erreur, c'est pas vraiment médical. Enfin, c'est institutionnel plus que médical, je pense. Toujours est-il que ça a des conséquences médicales, voilà. Mais en fait, je voulais pas, et je veux toujours pas. Enfin, je veux toujours être au maximum, et ne pas me tromper. Alors, je sais que je me tromperai, mais je me suis probablement déjà trompée. Mais en réalité, ça a été plus un moteur qu'un frein, cette colère. On est vite passé à l'envie d'investir dans ces études de médecine. Et puis finalement, en fait, c'est arrivé. Quand je comprends, j'ai déjà repris, et donc en fait, j'ai déjà avancé dans ma psychothérapie. Les plaies sont pas complètement cicatrisées, mais je suis déjà beaucoup mieux dans ma tête. Et puis j'ai repris aussi confiance en moi et dans mes capacités. Donc finalement, je suis déjà mieux armée pour y faire face. Et oui, vraiment, cette colère-là, je l'ai investie dans mes études.
et puis dans un peu l'associatif à la fac pour que ça n'arrive à personne d'autre, et c'est un peu pour ça aussi que je parle aujourd'hui, pour que ça arrive à le moins de personnes possible, parce qu'en fait c'est terrible d'être victime d'une erreur médicale. J'ai peut-être pas répondu à la question d'ailleurs, mais tu sais, j'ai eu le temps d'oublier ma question, donc c'est pas très grave. Et moi, je me demande, donc, cette colère, tu l'as réinvestie dans tes études, tu t'es investi dans tes études dans l'associatif à la fac, et t'es allé jusqu'où dans tes démarches? T'as récupéré le dossier, tu voulais faire reconnaître cette erreur. Est-ce que t'as obtenu satisfaction? Est-ce que t'as lâché l'affaire? Est-ce qu'il reste de la frustration de ce côté-là? On a contacté un avocat et puis on a compris que ça allait être très coûteux en énergie, et qu'on allait probablement perdre à la fin. Et je me souviens très bien, mon père m'a dit, écoute, on peut y aller si tu veux, si tu estimes que nous, c'est ce dont tu as besoin, on te suivra financièrement, et on t'aidera à aller au bout. Mais es-tu bien sûr de vouloir user autant d'énergie pour un résultat qui risque d'être, qui reste d'être nul, et qui arrivera dans 10 à 15 ans. À l'époque, je crois que j'étais entre la 4e et la 5e année de médecine, et en fait, je pense que ça valait pas le coup. Finalement, en fait, les choses, elles sont telles qu'elles sont. On peut pas réfuter un diagnostic de psychiatrie, ça je l'ai appris après en discutant avec un médecin légiste qui m'a dit que c'était très compliqué, qu'en plus ça allait demander de passer devant une commission médicale, c'est des commissions qui sont régionales, et que ça allait imposer de révéler mon dossier médical à une 60aine de médecins de la région, et que peut-être c'était pas l'idéal. Voilà, elle me dit si ça avait été une problématique de fracture mal traitée, il y a des radios pour le prouver. Et il me dit toi, il y a rien pour prouver que ça a pas été, c'était pas le bon diagnostic. Et voilà, il y a pas de marqueur, il y a pas d'imagerie, il y a rien. Donc, forte de ces deux discours, on a laissé passer. Alors, ça a failli se refaire. La question s'est reposée quand j'étais en début d'internat, puisque j'ai reçu une lettre de l'hôpital me réclamant des sous quasiment 10 ans plus tard. Et ça a réveillé un peu le truc. Et puis, voilà, je pense que en tout cas pour moi, le cap est passé. Il y aura plus rien, c'est tel que c'est. Et puis en fait, aujourd'hui ma vie est tellement pleine que j'ai pas envie du tout de la remplir de quelque chose de négatif, et d'un combat qui à mon avis est perdu d'avance. Je pense qu'il y a peut-être plus à faire, et il y a plus à investir dans la formation de nos jeunes confrères par rapport à l'erreur. Et là j'ai plus envie de mettre de l'énergie là-dedans en tout cas que de ressasser un passé qui maintenant est derrière moi. À ce moment-là, en tout cas la première fois que tu décides de ne pas poursuivre, t'es encore externe. Moi, je m'interroge quand même sur ton choix de spécialité, parce que finalement, Anastrea, c'est quand même une spécialité où je pense le rapport à l'erreur est peut-être un petit peu différent que dans d'autres spécialités. Alors peut-être que c'est moi qui fantasme la spécialité, hein, mais je vois, enfin en tout cas j'imagine l'anesthésie comme quelque chose d'hyper avec des procédures hyper normées, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres spécialités, justement pour ne pas laisser de place à l'erreur. Toi, tu l'as vécu comment, ce choix de spécialité, et quelle place avait le risque d'erreur dans ton choix de spécialité? Alors, pour être tout à fait sincère, le choix de spécialité, je l'ai pas du tout fait au regard de ça. Je l'ai fait parce que en fait, j'étais passée en anesthésie, j'avais beaucoup aimé. Mais quand j'étais externe, j'avais pas réalisé tout ce qui était procédural, et finalement cette sécurité qui se rapproche un peu de la sécurité aérienne. Et puis j'étais passée en réa, et j'avais beaucoup aimé la réa. D'ailleurs, j'aime beaucoup la réa, beaucoup plus que l'anesthésie. Mais c'est vrai qu'au bloc opératoire, on a beaucoup de procédures justement pour limiter l'erreur, mais parce que finalement, en fait, je trouve que c'est des erreurs qui sont un peu différentes, dans le sens où, c'est pas que c'est différent, mais finalement, en anesthésie,
Les conséquences, elles sont presque immédiates, on va dire. En tout cas, la gestion des conséquences est immédiate. C'est-à-dire que si vous voyez pas, si vous loupez si tu loupes ta consultation d'anesthésie, que tu passes à côté de l'allergie au latex et que il fait le choc anaphylactique au latex et qu'il fait l'arrêt cardiaque, et la gestion elle va être tout de suite maintenant. Et normalement, il y a plein de pare-feux pour éviter cette erreur-là. Je crois que ça répond pas trop à la question, mais je m'étais vraiment pas posé la question, en tout cas à l'époque. Comme ça, j'ai fait un choix parce que j'aimais ça. Mais c'est vrai que il y a une notion d'erreur. Alors, tu parles de l'anesthésie, mais en réanimation aussi, il y a un rapport à l'erreur, puisque des fois, on récupère des malades qui sont victimes d'erreurs médicales par nos confrères. Des fois, on se rend compte que on est parti dans un sens parce qu'on pensait que c'était, je sais pas, on part dans un diagnostic et puis finalement on se rend compte qu'on se trompe. Et il y a, pour le coup, je trouve qu'on est plus sujet à faire des erreurs en réa, ou du moins avoir plus de rapport à l'erreur en réa qu'en anesthésie. En tout cas, c'est mon sentiment. Je trouve qu'en anesthésie, on a mis beaucoup en place de choses pour justement protocoliser, sécuriser. Il y a des checklists. Il y a des interrogatoires répétés des malades. Donc en fait, ça sécurise énormément par rapport à l'erreur. Finalement, ce qui nous arrive beaucoup, c'est des aléas thérapeutiques, mais en soi, les erreurs, on en est un peu protégé. Enfin, on est censé en être protégé, plutôt. Et du coup, toi, dans ta pratique de réanimation, est-ce que tu as peur de te tromper? Oui, vraiment. Et comment tu gères cette peur? Pas très bien encore. Mais parce que je suis jeune chef, alors pour le moment, même quand les nuits sont calmes, elles sont pas calmes pour moi, mais je dirais que ce que j'ai compris au cours de mon internat et que là je vois bien et comme étant nécessaire, c'est qu'il faut accepter de pas savoir. Que finalement, c'est pas si grave de pas savoir quand on cherche la réponse à la question qu'on se pose. Alors des fois, je pense que je dois passer pour la nulle du coin, à arriver avec mon téléphone et à regarder sur le référentiel la bonne prise en charge. Au début, j'avais l'impression que les gens pensaient que j'étais nulle. Peut-être qu'ils le pensent toujours, mais en tout cas, quand j'arrive, je sais ce que j'ai à faire et, et je et j'ai pas de questions à me poser à ce moment-là. En fait, j'ai répondu à ma question bien en amont. Et finalement, en fait, moi, c'est plutôt comme ça que je me rassure dans les situations, c'est que je sais pas, je vais regarder et je prends 30 secondes, une minute pour chercher ma réponse et ça évite en plus des fois de rentrer dans un effet tunnel qui va nous emmener bien loin de là où on aurait dû être. Voilà comment je fais. Après, je pense qu'il y a, puis je discute beaucoup. Ensuite, ça c'est sur l'urgence, mais sur les prises en charge un peu longues, moi j'aime beaucoup discuter avec mes plus vieux confrères qui ont beaucoup d'expérience et avec qui on échange, qui ont des visions qui sont complètement différentes en plus. Donc c'est très enrichissant. Moi j'aime beaucoup la réa, je pense aussi parce que justement on est dans des équipes et où ça discute beaucoup, ça échange, ça recherche, c'est dans le partage et ouais, je dirais que c'est comme ça que je fais. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Est-ce que tu as déjà fait des erreurs qui ont eu des conséquences? Ce qui m'a le plus marqué, c'était en premier semestre. J'ai fait un bolus de noradrénaline à un malade en pensant faire un bolus de sulfentanyl. Bon, j'ai eu de la chance, le malade n'est pas décédé, mais il aurait pu en mourir. Il a fait un énorme pic de tension. Il a pas fait de complications autres, mais ça m'a marqué à tel point que encore aujourd'hui, quand je fais des bolus, je vérifie 3 fois la seringue avant de boluser quoi que ce soit à un malade. Ça m'a vraiment traumatisée et à l'époque, mon chef avait été vraiment d'une grande bienveillance. Il m'avait dit: «Mais tu sais Marie, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas» et c'est ce que j'essaie de faire, de dire à mes internes maintenant, parce que ça y est, j'ai des internes, que en fait, on est là pour faire des erreurs, je pense que c'est humain. La seule chose, c'est qu'il faut pas persister. Je crois qu'il y a une citation qui dit que l'erreur est humaine, persister dans l'erreur est criminel. Et je pense que ça illustre très bien à la fois ce qui m'est arrivé et puis ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut se poser quoi, et puis il faut se poser des questions, il faut y répondre
Ce que je dis aux internes, hein, moi je sais pas tout, je saurai jamais tout parce que c'est impossible. Par contre, ce que je sais, c'est que je ne sais pas tout, et donc je regarde, je me documente, et puis ça me permet de gérer mon stress parce que finalement dans l'erreur, en tout cas dans l'erreur en situation critique, la part du stress elle est importante, et donc en fait quand t'as regardé avant, quand tu t'es parce qu'il y a des fois, voilà, quand on t'annonce à la mat qu'il y a tel dossier, tu regardes, et si jamais ça se complique, et en fait t'as déjà regardé. Donc en fait tu sais déjà ce qu'il faut que tu fasses, ou du moins ce que tu pourrais être amené à faire, et ça fait diminuer le niveau de stress, et je pense que ça nous rend plus disponible pour l'imprévu finalement. Donc finalement, quand on parle de la notion d'erreur, en tout cas pour toi, il y a déjà l'anticipation de la possibilité de l'erreur en se documentant au maximum pour aller chercher l'information et ne pas se tromper par manque d'information. Et il y a aussi d'accepter cette possibilité de l'erreur. Mais accepter la possibilité de l'erreur, ça veut dire aussi se préparer à la réparer. Ouais. Je pense que par rapport à la réparation, je pense que si on nous avait dit on s'est trompé, on est désolé, je pense que ça aurait réparé énormément de choses. Je pense que ça aurait fait du bien, ça aurait fait un bien immense à tout le monde. Je pense qu'il y a des erreurs qui sont très graves, mais dire oui, en fait ce que j'ai fait c'était pas la bonne décision, j'ai pas fait le bon geste, j'ai pas réagi comme j'aurais dû, et puis on a persisté parce qu'on n'a pas su voir les autres signes, parce qu'on était convaincus que, et du coup on a du retard, on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais on est humain, et on a tout fait quand même pour corriger notre erreur. Je pense que c'est un discours que des familles peuvent entendre. Nous, on aurait pu entendre que c'était difficile, qu'on savait pas. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'aurais pu entendre, et aujourd'hui, ça me ferait du bien qu'on me dise, oui, non, en fait, on s'est trompé. On s'est trompé, on est désolé. Et bon, tant mieux pour vous que ça se soit bien fini, mais parce que, oui, voilà, moi, j'ai subi une erreur, mais ça se finit bien pour moi. Ça se finit pas toujours bien. Et oui, moi je pense que la réparation passe par la communication. Les problématiques, en tout cas moi que j'ai pu rencontrer en réa avec des familles, c'est toujours des problèmes de communication. C'est toujours mais on m'a pas dit, vous avez caché, puis là maintenant il est mort, du coup c'est parce que vous êtes trompé. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on n'est pas dispo, on peut pas parler aux familles quand on en a envie, on fait d'autres trucs, et puis quand on les voit, on n'est peut-être pas complètement disponible pour eux, et donc du coup on communique mal, et puis du coup ça génère de la frustration chez tout le monde, et du coup la fois d'après on est encore moins dispo. De toute façon ils nous saoulent parce que c'est une famille, ils sont chiants, et alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que on n'est pas disponible, et puis on n'est pas capable de faire redescendre le soufflet, et puis du coup quand ça évolue mal, les familles demandent les dossiers, sont en colère, ont l'impression qu'on leur a menti, alors que si finalement on avait été probablement meilleur dans la communication, qu'on avait mieux su lire à qui on avait affaire, et bien peut-être qu'en fait on serait jamais dans cette situation-là, parce que les gens ils comprennent en fait. Les gens ils comprennent, oui, il est arrivé, il avait mal à la jambe, mais en fait il avait aussi du mal à respirer. Et puis nous on a vu qu'une seule chose, c'est qu'il avait mal à la jambe, et on n'a juste pas vu qu'il avait une embolie pulmonaire. Et là maintenant ça va pas du tout à cause de ça. Les gens ils comprennent en fait qu'on peut, on peut, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est pourquoi on leur dit pas et pourquoi on persiste dans l'erreur. Ça c'est incompréhensible. Les gens comprennent qu'on se trompe, mais ils ne comprennent pas qu'on ne leur dise pas. Si je résume, mais que ça soit dans ton histoire personnelle ou dans ton histoire professionnelle, finalement, ce qui crée une grande partie de la souffrance, c'est pas tant l'erreur que le silence qu'on met sur l'erreur. Le non-dit. Les gens, ils ont besoin de dire que... Puis je pense que les gens, ils ont aussi besoin de nous dire que c'est dur pour eux. Et puis nous, moi, des fois, je me dis, mais... parce que des fois, quand on a des ça arrive de temps en temps d'avoir des malades qui sont victimes d'erreurs médicales. Mais on peut pas le dire, parce qu'il faut rester confraternel. C'est comme ça, c'est déontologique. N'empêche que je pense que les gens, ils sont pas cons, et qu'ils se posent des questions. Et ils nous les posent, les questions. Et ils voient bien qu'on peut pas répondre. Il voit bien qu'on n'est pas complètement honnête. Et alors il y en a qui s'assoient sur ça, qui se disent il est honnête, elle est honnête, elle me dit ce qu'il en est à l'instant T.
Mais par contre, elle me dit pas toute la vérité sur ce qui s'est passé avant. Mais parce que on est tenu par la déontologie. Alors que je pense que, je pense que des fois, ils ont l'impression qu'on les prend pour des cons. Ils sont pas bêtes, les gens, ils savent bien, qu'il y a des choses, ils font des liens, ils sont certes pas médecins, mais, et en fait, aujourd'hui, en plus, la connaissance médicale, elle est quand même facilement trouvable sur Internet. Et même si on a l'impression qu'ils sont pas si malins que ça, en réalité, il y a aussi toute la communication non verbale et les gens, ils comprennent bien que, des fois, ça s'est pas passé comme ça a dû se passer et qu'on n'ose pas vraiment et qu'on peut pas vraiment leur dire. Et ça, tout ça, ça amène du doute, ça amène de la suspicion, pas forcément à notre égard, mais en fait, ça peut vraiment gêner une prise en charge. Parce que en réalité, on n'est pas. Moi, j'ai évolué par rapport à la question de l'erreur, mais on n'est pas du tout éduqué à ça en France, à l'erreur. On est, c'est pareil. Je veux dire, vous dites, on n'a pas réussi, je sais pas moi, on n'a pas réussi un geste ou machin. Les gens ils vont dire ok, mais peut-être que il faut. Qu'est-ce que vous, si on leur dit voilà on n'a pas réussi, mais du coup on va faire des choses pour que ça n'arrive plus. Je pense que ça aussi c'est satisfaisant pour eux. Ça rendra pas le proche, ça rendra pas, enfin, ou ça soignera pas de façon instantanée le proche, mais en fait c'est aussi communiquer sur le fait qu'on n'est pas inactif, qu'on essaie aussi de corriger nos erreurs. Et on n'a pas du tout cette politique-là en France de dire attendez on fait des erreurs, on va essayer de les corriger. Non, on fait une erreur, c'est mal d'avoir fait une erreur, et en général ça s'arrête là, c'est point barre. Sauf qu'en fait le gros problème qu'on a, c'est que on se dit pas je me suis trompé, mais pourquoi je me suis trompé? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus me tromper? Parce que il y a ça aussi derrière. C'est est-ce qu'on reproduit comment ne pas reproduire l'erreur qu'on vient de faire? Puisque des fois, il y a clairement c'est des erreurs organisationnelles, hein, et c'est des gens qui passent à travers 3 millions de trous de gruyère. Pas de chance, mais ça leur arrive et voilà. J'ai un peu dévié, je crois, mais. Non, mais c'est très intéressant d'interroger notre rapport à l'erreur. Je pense en tant que personne, mais aussi plus largement à une échelle institutionnelle. Et c'est vrai que une erreur est un apprentissage, mais pour qu'une erreur devienne un apprentissage, il faut supprimer le tabou sur l'erreur, en fait. Si on ne parle pas de l'erreur, on ne peut pas apprendre de notre erreur. Mais c'est clair. Enfin, moi, j'en suis convaincue et c'est un peu voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi maintenant que je suis devenue chef. C'est que il faut on en fera tous des erreurs. Je crois que c'est un collègue de mon père qui disait on a tous un petit cimetière dans un coin de notre cerveau. Je pense que c'est vrai. Je pense que on fera tous des erreurs et on aura tous des choses marquantes dans notre vie professionnelle, j'entends. Mais après, c'est comment la gérer qui nous permettra de plus ou moins bien le vivre à long terme. Et je pense que, en tout cas, moi, j'arriverai pas à me tromper et à pas dire je me suis trompée à la famille. Parce qu'en réalité, je pense qu'on leur doit au moins l'honnêteté de dire on s'est trompé, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà, on n'a pas été nuls, mais on n'a juste pas fait ce qu'il fallait faire. On a été bon dans ce qu'on a fait, mais c'était pas la bonne chose à faire. Voilà, donc en fait, je pense que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est si on fait rien, mais en réalité, si on fait, s'ils voient bien qu'on s'investit pour leurs proches, même enfin, moi, je parle des exemples de la RIA, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup aux familles, mais même les patients, en fait, ils sont à même de comprendre que on s'est trompé de diagnostic, il y a eu une errance, mais parce qu'en fait, c'était des choses compliquées à diagnostiquer, et ça, ils sont capables de comprendre que c'est compliqué. Encore faut-il leur dire. Oui, et puis finalement, le tâtonnement et le essai-erreur permet aussi de progresser vers le diagnostic, et ça, n'importe qui peut le comprendre, en fait, mais là encore, n'importe qui peut le comprendre à condition d'avoir les explications. C'est ça. Et c'est pareil en termes de formation, je pense qu'on peut vraiment beaucoup s'améliorer sur notre communication vis-à-vis des familles. Alors ça se démocratise un petit peu, mais c'est vrai que moi je suis arrivée en début d'internat, j'avais probablement jamais parlé, jamais fait d'annonce, de choses. Moi,
ça a été un peu, voilà, on s'est dégrossi pendant l'internat. Si on parle de communication avec les familles ou avec les patients, toi, tu as l'impression d'avoir été formée à ça ou d'avoir tout appris sur le tas? Moi, j'ai eu, pendant mon internat, j'ai eu une formation d'1 journée sur l'annonce difficile. Et après, non, c'est un peu sur le tas. C'est beaucoup de discussions avec les chefs après des entretiens. Finalement, c'est plus de l'expérience et de ce que j'aurais envie de faire, ce que j'aurais pas envie de faire par rapport à ce que j'ai observé. Et ensuite, ce que moi j'aimerais recevoir comme information, un peu mince, j'ai pas le mot, enfin bon, de se mettre à la place des gens en disant bah, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise. Alors des fois je me trompe, hein, parce que je pense que moi je suis quelqu'un de très franc et donc j'aimerais qu'on me dise tout. Je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des étapes. Alors des fois je me fais avoir encore, mais moi je me dis que je leur dis tout et ils savent où ils en sont. Mais c'est pas parfait. Dans ta vie professionnelle d'aujourd'hui, tu dirais que ça a eu quel impact ton histoire personnelle et ton histoire de victime d'erreurs médicales dans ta pratique aujourd'hui? Je pense que ça l'a humanisé. Ça humanise vraiment. Je sais pas comment dire, mais en fait, ouais, je pense que ça m'a peut-être rendue plus humaine, plus vis-à-vis des familles et des patients, en me disant que il y avait des choses que je voulais vraiment pas leur faire subir, donc j'essaie de faire très attention, de les enfin, ne serait-ce que quand on les reçoit, de bien les recevoir, de prendre le temps, d'être disponible. En fait, c'est surtout ça que ça m'a apporté, je dirais, c'est de ça m'a vraiment surtout humanisé. Alors après, il y a aussi l'histoire de pas faire d'erreur, mais ça, j'ai bien compris que même si je voulais pas en faire, j'en ferais. Donc, je pense que c'est surtout que ça a humanisé ma médecine. Et je pense que ça m'a permis ça me permet de donner le meilleur de moi-même en réalité, je pense. Parce que, alors de temps en temps, je suis fatiguée, donc mes démons reviennent au galop, mais ça, ça force en fait à se dire, bah en fait, je viens de loin, j'y suis arrivée, et bah en fait, non, on continue, on se bat, et puis aussi, au-delà de la problématique médicale, c'est l'investissement dans un service, dans des projets d'établissement pour améliorer les choses, à la fois sur le plan de la sécurité des malades, puisque la question en anesthésie c'est une question qui est prépondérante, mais aussi dans les fonctionnements organisationnels, pour essayer de toujours optimiser au maximum les prises en charge, parce que je pense que ça passe aussi par là en fait. Ça passe par l'institution, ça passe par l'administration, de gérer les erreurs. C'est en fait c'est pas ah bah ouais il y a un aléa, bon bah tant pis on verra demain ce qui se passe. Bah non en fait il faut faire des événements indésirables. Il faut c'est pas parce qu'on fait un événement indésirable que qu'on est méchant et qu'on veut dire qu'il y a une erreur. Non, c'est juste qu'en fait, il y a un dysfonctionnement, on le pointe du doigt pour que justement il n'arrive plus. Parce que la finalité quand même, c'est qu'il y a un malade. Donc pointer du doigt un dysfonctionnement, c'est pas pointer du doigt une personne, un soignant, c'est pointer un dysfonctionnement dans une chaîne. Et que finalement, quand un malade il passe à travers toute une chaîne et qu'il y a plusieurs trucs qui dysfonctionnent, à la fin l'erreur elle arrive quoi. Typiquement l'exemple de l'allergie au latex, ça a failli m'arriver la semaine dernière et on l'a rattrapé la dame juste avant l'entrée en salle. On était à 2 doigts de rentrer en salle où il y avait du latex, une dame allergique au latex. Et ben ça c'est pas possible en fait. Et ça c'est parce que c'est interdit de faire une erreur pareille. Parce que là c'est une énorme boulette quoi. Il y a toute la chaîne est défaillante finalement, il y a que le dernier maillon qui rattrape. Oui, et cette erreur-là, elle mérite d'être analysée Et pour ouais, qu'elle ne se produise pas. on a besoin de passer par l'administration et je pense que j'ai plein d'énergie pour faire ce genre de choses parce que c'est des choses qui m'importent et je pense qu'elles m'importent beaucoup parce que ça m'est arrivé et bien que ce soit des mécanismes d'erreur un peu différents, en réalité, voilà, la finalité est la même.
On va passer à la dernière question du podcast parce que le temps file, mais quand même là, toute cette histoire, on l'a pas prononcé, le mot résilience, mais je crois qu'on pourrait le mettre à ce moment-là, en fait. Et je trouve qu'on sent bien à quel point ton histoire te porte aujourd'hui et te fait avancer aujourd'hui. Ouais, je pense que oui, c'est ça me porte, puis ça me porte de plus en plus en réalité. Ça a longtemps été un boulet à traîner, et je pense qu'il aura fallu, il aura bien fallu les 10 ans d'études de médecine pour pour réaliser tout ce qui a été accompli. Et pourtant, je sais que il y a beaucoup de monde qui m'ont déjà dit, d'où tu viens, on n'aurait jamais pensé. Enfin, on l'espérait, mais on n'aurait pas signé il y a 10 ans. Mais je pense que j'ai pas eu un cancer. Tu vois, c'est pas pareil, mais c'est des maladies qui sont invisibles. Mais ça a été très très dur, ça a été très long. Parce qu'en réalité, j'ai quand même pris des antidépresseurs pendant 2 ans et demi. J'ai fait une psychothérapie pendant 6 ou 7 ans. Parce que j'ai eu besoin de tout ça pour reconstruire. Il y a eu beaucoup de choses à reconstruire. Il y a des choses, j'ai réappris à prendre des décisions seules. Enfin, en fait, à un moment donné, ça m'a tellement roulé dessus que quand j'ai repris ma vie, j'ai réappris à faire des choses. La moindre nouvelle chose était une source de stress, quoi. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie, je peux dire que c'est derrière moi, mais ça a été au prix de beaucoup de choses. Et donc, maintenant ça me porte parce que j'ai eu la chance de pouvoir être suffisamment bien entourée, familialement, mais aussi par des professionnels de santé, parce que il y a quand même des gens super. Et grâce à ça, en fait, aujourd'hui, je peux complètement investir. C'est plus quelque chose de négatif, quoi. C'est vraiment, ça me nourrit vraiment. Et j'ai plus cette rengaine de oh là là, il m'est arrivé ça, parce qu'il y a un moment donné, c'était, il fallait que les gens me plaignent parce que c'était quand même dur. Là aujourd'hui, non, en fait, maintenant j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de ne pas dire que j'ai été malade. Et donc voilà, parce que ça fait probablement de moi quelqu'un de meilleur, ce qui m'est arrivé. Et puis ça, finalement, ça a servi, moi ça m'a servi, mais ça a probablement servi aussi mes parents et mes frères et sœurs. Ça a nourri notre fratrie entre frères et sœurs, ça a nourri notre relation avec mes parents, parce que finalement, tout le monde a pris de plein fouet cette erreur médicale. Et puis ce qui m'est arrivé, on n'a pas trop parlé de mes frères et sœurs, mais aussi ça a été une période très difficile pour eux. Et je pense que pour ceux qui sont soignants, je pense que eux aussi, quelque part, ça les a nourris, et ça les nourrit dans leur pratique quotidienne aussi. Moi, j'en suis même convaincue. Je dirais pas que c'est une chance, parce que ce serait, je pense un peu too much, mais il y a quelque chose de cet ordre-là en réalité. En fait, j'ai pu en faire quelque chose de positif à la fin. Il aura fallu 10 ans, mais oui, je pense que ce podcast en plus aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve que ça met vraiment un très beau point final à toute cette histoire. Alors c'est pas vraiment un point final, parce que justement ça me porte, mais c'est très bien de raconter ça. Ça l'enjolive encore plus. Tant mieux, tant mieux. Et c'est un honneur de recevoir ton histoire, vraiment. Et allez, la dernière question, la question rituelle. Quelle est ta tenue de travail? Alors, moi, je suis beaucoup en pyjama de réa, que j'agrémente d'un pull à capuche zippé pour pouvoir le mettre sur ma tête à 3h du matin en garde. J'aime bien mettre la capuche sur la tête quand c'est difficile. Et voilà, puis ça permet d'avoir chaud en attendant une entrée. Voilà, donc c'est le pyjama et puis la capuche. La capuche te permet de te mettre dans ta bulle à 3h du matin pour te concentrer? Ouais, et puis c'est un petit cocon, ouais, j'aime bien. Ouais, ça m'a valu de me faire charrier une fois ou deux, mais ouais. Je te remercie, Marie, de m'avoir confié ton histoire. Merci à toi de l'avoir reçue. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux.
Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.